Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité. Il est maintenant 12h37 presque sur les ondes de Radio Ville-Marie. Faisons un petit tour en arrière. Dimanche dernier, la France s'est choisi un nouveau président en la personne du socialiste François Hollande. Le camp socialiste avait auparavant conçu son clip officiel de campagne que Mathieu Bock-Côté a décortiqué avec soin. Il y a vu de quoi mobiliser un peuple autour de valeurs fortes, inscrites dans une trame historique partant, figurez-vous, de la Révolution française de 1789, excusez-moi du peu. Qu'est-ce que cela augure maintenant pour le mandat du nouveau président et le Québec dans tout ça? Est-ce qu'il peut en espérer quelques dividendes? Mathieu, bonjour. Bonjour. Retour sur les élections de dimanche. Est-ce qu'on peut faire un petit wrap-up, comme on dit en bon français? Oui, eh bien, il y a deux choses à dire. Premièrement, c'est que les socialistes ont été élus. Et depuis 1995, les socialistes n'avaient plus la présidence. En fait, sous la Ve République, c'est seulement Mitterrand qui va avoir été président pour les socialistes. Et là, Hollande, qui par ailleurs a mimé Mitterrand tout au long de la campagne, vient de nouveau d'installer la gauche à l'Élysée, et on risque de voir dans les prochaines semaines, si les socialistes remportent les élections législatives, eh bien, ils vont contrôler l'ensemble des pouvoirs politiques dans le pays. Ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu. Deuxième chose, c'est que c'est une victoire qui n'est pas un triomphe. C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy, qui tirait de la patte dans les sondages, a misé depuis quelques semaines, quelques mois, mais surtout quelques semaines, vers une stratégie qu'on a dit de manière abusive de droitisation, mais qui consistait surtout à s'approprier des thèmes qui trop longtemps avaient été sacrifiés au Front National. La frontière, la nation, l'identité, la souveraineté, l'ordre, le travail, le mérite et ainsi de suite. Donc une espèce de discours anti-68 heures très transgressif. Il avait déjà fait ça il y a 5 ans. Il l'avait fait en 2007 avec un grand succès. Le problème, c'est que dès qu'il a été élu sur un programme de droite décomplexé et il s'est mis à gouverner avec l'ouverture à gauche. Et ce qui fait que pendant longtemps, l'écart entre le candidat Sarkozy de 2007, qui était un candidat conservateur, on dirait en langage québécois, et le président Sarkozy, qui est un président bling-bling, moderniste, branché, branchouillard, l'écart était très grand, ce qui a fait beaucoup de déceptions auprès de son électorat. Et par ailleurs, il avait abandonné assez rapidement son programme, disons, qui transgressait l'idéologie 68arde. Et pourtant, Mathieu Bock-Côté, je vous interromps, excusez-moi, il a quand même fait un bon score dimanche dernier. Voilà, mais il a fait un bon score, pourquoi? Il y a quelques mois, on s'inquiète du score Sarkozy. On croit qu'il pourrait y avoir un deuxième tour de la présidentielle avec François Hollande et Marine Le Pen. On s'inquiète finalement du déclassement de Sarkozy par Marine Le Pen. Et Sarkozy comprend une chose, eh bien, il ne peut renaître politiquement qu'à condition de se réapproprier les thèmes qui étaient historiquement ceux de la droite et qui avaient été sacrifiés peu à peu. La droite, on peut dire, depuis 30 ans en France, a opéré une mutation. Elle était nationale conservatrice, elle est devenue libérale moderniste. Nationale conservatrice, dans le sens du gaullisme, c'est-à-dire dans le cas de nationale conservatrice, sens de l'État, sens de la nation, sens de l'autorité, sens de la continuité. Voilà, l'espèce de veine gaulliste. Libérale moderniste, la France, la droite française, presque à partir de Giscard, mais ensuite, 74-81, président de la République, se dit, nous devons doubler la gauche sur le plan de la modernité. Et la droite, désormais, se présentera comme meilleur gestionnaire, meilleur économiste, plus moderne encore que la gauche, donc plus progressiste que la gauche. Elle va abandonner peu à peu tous les thèmes plus conservateurs dont nous parlions, que le Front National va récupérer. Et le Front National, qui était un parti groupusculaire, va parvenir à exister politiquement en récupérant les thèmes de la droite classique. Or, ce qu'on voit depuis, ce qu'on a vu il y a quelques mois, c'est que Sarkozy prend conscience du fait que les sacrifices de ces thèmes-là au Front National fait la prospérité du Front National et affaiblit la droite. Donc, il va chercher à récupérer ces thèmes, et c'est parce qu'il parviendra à récupérer ces thèmes qu'il va éviter l'humiliation dimanche dernier. Il va être capable de se hisser à 48%, alors que personne ne lui annonçait cela il y a quelques semaines encore. Il faut également dire, Mathieu Bock-Côté, que le Front National, Marine Le Pen, avait donné la consigne de voter blanc, et il y a eu entre 2 et 3 millions de votes blancs. Oui, ben voilà. C'est significatif. C'est immense. Autrement dit, d'ailleurs, c'était un des signes, parmi d'autres, de l'incapacité du Front National à devenir véritablement un parti normal. C'est-à-dire, le Front National, sous Marine Le Pen, cherche la dédiabolisation. C'est sa stratégie. Donc, elle veut franchir le périmètre démocratique. Elle veut traverser le cordon sanitaire, comme on dit quelquefois. Or, au moment où elle avait l'occasion de le faire, si elle l'avait voulu, c'est-à-dire, il y a Sarkozy, il y a Hollande, nous soutenons, imaginons une politique où elle leur dit, nous soutenons à telle condition, nous soutenons pour le moins pire, on peut imaginer une série de scénarios, ce qu'ont fait certains de ses lieutenants d'ailleurs. Elle préfère plutôt avoir ce qu'on appelle le vote révolutionnaire, donc plutôt
Hollande que Sarkozy, plutôt la gauche au pouvoir, misons, c'est ce qu'elle souhaite, sur l'implosion de la droite parlementaire pour que le FN devienne la seule opposition socialiste. C'était une stratégie qui a mis Hollande au pouvoir en partie, une stratégie irresponsable qui confirme qu'au fond de lui-même, le Front National n'a toujours pas accompli, je dirais, sa mutation démocratique telle que certains lui souhaitaient. Mais depuis les années 70, qui ont vu la fondation du Front National avec Jean-Marie Le Pen, ça a toujours été la consigne au 12e tour des élections. Non, pas du tout. Le Front National disait voter gauche plutôt que droite, parce que la droite c'est notre plus grand ennemi. Non, en 74, le Front, et ensuite en 88. En 74, Le Pen appelle à voter Giscard. En 81, au 2e tour. En 81, il ne réussit pas à se présenter. Il dit qu'il vote Jeanne d'Arc. En 88, il en appelle à voter personnellement Chirac. Donc, non, c'est une histoire plus complexe. Mais nonobstant la question du Front National, qui mérite presque un traitement à part, l'essentiel, c'est de se demander, on a dit quelquefois pendant cette campagne, Sarkozy surfe sur les thèmes frontistes. Quelle idée étrange! Depuis quand, parce que le Front National s'est approprié des thèmes qui étaient autrefois sud de l'ensemble de la droite classique et même d'une partie de la gauche républicaine, le Front National les a confisqués, se les est appropriés, a demandé un monopole sur ces thèmes-là. Pourquoi la classe politique républicaine devrait-elle concéder un monopole au Front National sur le langage de la nation, de l'identité, de la souveraineté, et on peut dire de la frontière? On peut dire à l'inverse, que Mathieu Bocoté, que Sarkozy a agi davantage de façon tactique que stratégique, à court terme plutôt qu'à long terme. Oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy n'est pas le général de Gaulle, ce n'est pas non plus François Mitterrand, ce n'est pas un grand stratège politique. Par ailleurs, il aura contribué dans cette campagne à libérer, je dirais, la parole conservatrice en France. Et maintenant, l'enjeu qui se présente pour les prochaines années, voir comment va se recomposer la droite française. Est-ce qu'elle va faire le pari d'encore une fois d'une espèce d'hypermodernité, de ce que j'appelle la droite de gauche, c'est-à-dire une droite qui est officiellement à droite mais idéologiquement à gauche, et ce qui veut dire que, bon, on la voit sur l'Europe, adhésion à l'Europe, adhésion à sa manière au multiculturalisme, défense exagérée de l'État-providence jusqu'à l'endettement, ou est-ce qu'elle va prendre un virage plus zémourien, pourrait-on dire, à la Éric Zemmour, oui. Mais qui n'est pas que Zemmour. La fois dernière, je pense. Oui, que de plusieurs intellectuels français qui parlent de ça ce temps-ci, que ça peut être Elisabeth Lévy, Alain Finkielkraut, Yvan Rioufol, d'autres qui plaident pour la chose suivante: la droite française doit redevenir conservatrice. Et c'est en redevenant conservatrice qu'elle pourra véritablement en finir durablement avec cette plaie ouverte qu'est le Front National. Et de ce point de vue, cette campagne est peut-être moins la fin d'un cycle que le début d'un autre. Donc il faut vraiment faire face à la vague de culpabilisation ou d'auto-culpabilisation qui caractérise beaucoup les partis politiques en Occident et aussi au Québec. Oui, mais c'est comme si le langage de la nation était définitivement contaminé et pollué par la xénophobie. Or, ce qu'on oublie, c'est lorsque les partis gouvernementaux abandonnent la nation qu'elle est récupérée par des pulsions xénophobes. Mais de ce point de vue, il devrait être naturel pour les partis gouvernementaux de se dire, après 30 ans, après 40 ans, ou pour une série de raisons bonnes ou mauvaises, nous avons développé des rapports troubles avec la nation, il est peut-être temps aujourd'hui de réhabiliter le langage de la nation, de l'expérience historique, et en Europe, ça veut dire deux choses, c'est-à-dire premièrement faire le constat de l'échec du multiculturalisme, et deuxièmement, ne pas approfondir l'expérience catastrophique d'une intégration européenne telle qu'elle se passe en ce moment. Et justement, curieusement, c'est la gauche qui l'a fait avec François Hollande. D'ailleurs, vous avez examiné son clip de campagne. Alors, vous êtes quelqu'un, mettons, j'aime pas ce mot, mais de droite, mais vous avez conservateur, hein, mais vous avez admiré ce clip d'un homme de gauche. Pour quelle raison? C'est un clip absolument remarquable et on peut aller le voir, ceux qui veulent le voir, sur mon site web, je l'ai archivé, sur mon blog du Journal de Montréal, pardonnez-moi, avec le texte « La publicité politique pour les nuls ». Ah oui, ça c'est j'avais la date ici. Il y a quelques semaines. Le 14 avril dernier, oui. Alors, dans ce clip qui est assez remarquable, François Hollande, candidat socialiste, et c'est un beau coup de stratégie politique, comprend une chose, ce n'est pas en multipliant les slogans marketing contemporains qu'on sera capable de rejoindre l'électorat. Il faut se réapproprier dans l'action politique la capacité de se situer historiquement. Il faut se situer dans l'histoire pour donner un sens à l'action politique. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'abord dans le clip de Hollande? D'abord et avant tout, on voit une série de séquences historiques. On voit Hollande qui fait un discours très, très fort, là, avec un art oratoire indéniable. Est-ce qu'il en était capable? Parce qu'on l'appelait Guimauve le Conquérant. Oui, on l'appelait un type
voilà la surprise de cette campagne. Voilà un homme qui est capable justement de réhabiliter la rhétorique politique dans ce qu'elle a de mieux. Donc ça commence avec la Révolution, ça vient avec la Troisième République, il passe ensuite, je crois, au Front populaire, il se réapproprie même le général de Gaulle. Attendez, la Révolution 1789, oui. La Troisième République 1871. Fin 19e, début 20e. Ensuite, il se réapproprie le Front populaire dans les années 30, oui, les mesures de justice sociale. Ensuite, il se réapproprie le général de Gaulle, donc le camp adverse. Oui. C'est toujours intelligent. L'histoire est un tout. Et le plus intelligent politique n'est pas celui qui s'enferme dans une secte, mais qui s'approprie l'ensemble de l'histoire de son pays. François Mitterrand, ensuite, il se réapproprie François Mitterrand, donc il rappelle comment son élection se situe dans une continuité historique. Il ne l'enferme pas dans le moment présent. La tentation stupide du présentisme contemporain qui consiste à croire que c'est en étant hyper moderne qu'on réussira à séduire. Quelle idée étrange. L'homme aime s'inscrire dans l'histoire et ce clip de Hollande, d'abord et avant tout, situe le projet de la gauche dans l'histoire. On peut être d'accord ou non, mais à tout le moins, il le fait. Deuxièmement... C'est pas typique de la gauche, en fait. Ben justement pas, parce que la gauche est normalement aspirée par le mythe révolutionnaire, le mythe de la table rase, le mythe du demain, ce sera mieux, toujours et nécessairement, et hier, on se délivre du passé. Or, la gauche, Hollande, dans ce clip, dit non. L'histoire est indispensable pour me situer politiquement. Alors ça, c'est très bien. Deuxième élément dont je parle et qui n'est pas négligeable, la musique. C'est vrai, on en parlait beaucoup. Quelle est la musique politique contemporaine? C'est normalement une musique mièvre d'ascenseur. Mais vous parlez d'une musique vraiment do, ré, mi, fa, sol ou d'une musique... non, je parle de genre là-haut, de manière do, ré, mi, fa, sol, comme vous dites, c'est-à-dire, quelle est la trame musicale de ce clip? Eh bien, ce n'est pas la trame musicale, par exemple, qu'on voyait dans les meetings de Sarkozy en 2007, une musique très américaine, technologique, hard. Bon, ce n'est pas non plus une musique lyrique version péquiste, comme un peu à la manière, c'est le début d'un temps nouveau, la Terre est à l'année zéro. Non, c'est une musique presque militaire, en un sens. Martial, qui nous rappelle qu'il y a quelque chose dans la politique qui relève du conflit civilisé. Donc c'est une musique qui emporte, c'est une musique qui entraîne, c'est une musique qui évoque chez l'homme non pas le sentiment de l'aplatissement dans le confort douillet de l'intime, mais c'est plutôt une musique qui inspire au dépassement, au combat. Donc autrement dit, c'est un imaginaire, je dirais, un imaginaire politique qui est mobilisé par cette musique. C'est pas dangereux, ça, Mathieu? Non. Ça, il faut en finir. Je crois, le 20e siècle est absolument odieux. Ça, je fais partie de ceux qui croient que c'est un siècle horrible, par les expériences totalitaires. Mais l'expérience totalitaire qui a mobilisé, qui a, je dirais, dénaturé le tragique politique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dénaturation totalitaire du tragique, une dénaturation totalitaire. On y viendra au tragique après. Eh bien, c'est terrible, mais ça n'épuise pas le tragique. Quand on pense à Churchill, quand on pense à De Gaulle, quand on pense à Adenauer, quand on pense même à René Lévesque, quand on pense à Lucien Bouchard, c'était des hommes qui comprenaient que la politique avait une dimension tragique et qu'il faut la mobiliser au service de la démocratie. Mathieu Bocoté, si on parle de musique, on parle d'art.